Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org. Bonjour à tous chers auditeurs et bienvenue à l'émission Hebdo Altistoria, la chronique qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Vous le savez chers auditeurs, puisque vous nous écoutez de semaine en semaine, notre territoire altiligérien est riche d'une histoire locale qui a façonné nos modes de vie, nos paysages, nos traditions jusqu'à nos jours. Au fil des siècles, cette société de Haute-Loire s'est construite avec les régimes politiques du pays, les religions, les guerres, mais aussi les faits divers locaux. Aujourd'hui, nous abordons un des mystères de l'aéronautique locale qui a fait couler beaucoup d'encre, celui du triangle de la Burle. Pour vous emmener avec moi dans l'histoire de ce fait local mystérieux, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui parmi nous Pierre-Antoine Courouble et Marilyn Elk qui publient aux éditions La Calade un livre intitulé Le triangle de la Burle. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation chez Radio FM 43. Pierre-Antoine, vous êtes un écrivain ardéchois, instituteur, passionné d'aviation, président du Cercle des auteurs ardéchois. Vous êtes aussi friand des enquêtes controversées, puisque vous avez déjà publié des ouvrages, notamment sur la bête du Gévaudan, ainsi que sur les bombes en bois durant la Seconde Guerre mondiale. Marilyn, vous êtes ufologue, spécialiste des objets volants non identifiés, ainsi qu'écrivaine, co-écrivaine de cet ouvrage avec Pierre-Antoine sur le triangle de la Burle. Tout d'abord, ce triangle de la Burle, c'est un mythe ou une réalité ? C'est les deux. C'est à la fois un mythe où les propos sont souvent exagérés, mais c'est aussi une réalité où les chiffres parlent d'eux-mêmes et où certains témoignages apportent des faits troublants. Vous avez donc publié un ouvrage sur le triangle de la Burle. Ces ouvrages sur ce sujet-là sont relativement rares. Votre travail et vos recherches, est-ce qu'elles ont été difficiles pour mener à bien la rédaction de cet ouvrage ? En fait, la bibliographie est pauvre sur le sujet. Il n'y a que 3 auteurs qui ont vraiment travaillé le sujet. Jean Perrard, Renaud Benoît, et puis un écrivain de Privas, et puis Paul Matevé qui a fait beaucoup sur les crashs d'avions, un travail consciencieux sur le sujet. Mais donc, en dehors de ces livres-là, il n'y a pas grand-chose à part beaucoup d'informations sur les sites web et dans les journaux. Donc, il a fallu, nous, remonter les sources, faire des études des archives de la presse écrite, des rapports du BEA, du Bureau d'enquête et d'analyse pour les accidents de la sécurité de l'aviation civile. On a étudié les rapports du GEPAN, concernant les ovnis. Rapport du GEPAN, c'est... Alors, le GEPAN, c'est le groupement d'études et d'informations sur les phénomènes aériens non identifiés. C'est un service à Toulouse qui dépend du CNES et qui fait le recensement de tous les témoignages de ceux qui observent des choses étranges dans le ciel. Sur le territoire français. Sur le territoire français. Et puis, nous avons été amenés à aller à la rencontre de certains témoins. On a fait avec Marilyn des contre-enquêtes, il y en a 63, où parfois ça a été des échanges téléphoniques, parfois des rencontres sur le terrain ou des échanges de courrier, mais on a toujours été dans une démarche d'aller au plus près des faits. Une contre-enquête, c'est aller chez une personne qui aurait aperçu quelque chose, aurait été témoin d'un crash. C'est quoi une contre-enquête ? En fait, vous avez d'abord une enquête préliminaire qui a été faite par certainement des enquêteurs, ufologues. Et nous allons contre-enquêter, c'est-à-dire retrouver les témoins et faire une enquête complémentaire. Donc vérifier, en quelque sorte. Vérifier ou avoir d'autres informations complémentaires. Un exemple qui illustre le propos, sur la commune de Saint-Étienne-de-Ludarès, des milieux ufologiques, nous avait parlé d'un cas qui se passait dans les années 70, où 3 sœurs avaient été témoins d'un ovni. Nous sommes allés sur le terrain, ça nous paraissait bizarre, et je ne vais pas développer ce cas, mais au final, la piste ovni s'est transformée en piste de danse, puisqu'il s'agissait en fait d'un skylight, qui est une sorte de projecteur très puissant, qui faisait un mouvement rotatif sur les nuages à l'époque, et on a retrouvé la discothèque qui était au bord du lac de Naussac, et donc voilà, la contre-enquête a montré qu'il ne s'agissait pas du tout d'un ovni. Quand on parle du triangle de la Burle, on parle de quelle zone géographique exactement ? Parce que c'est un terme qui revient souvent, qui est assez vernaculaire, qui a été énormément repris. Donc concrètement, on parle de quoi ? De quelle zone géographique exacte ? Alors c'est une zone qui est délimitée entre le Pilat, le Velay, le sillon rhodanien et la Cévenne ardéchoise.
Alors, le triangle de la Burle, il englobe le territoire ardéchois et une partie de la Haute-Loire, de la Loire, de la Drôme, du Gard et de la Lozère. Alors, c'est une zone qui correspondant à une surface d'environ 7000 km², où l'on comptabilise 167 crashs d'aéronefs hors fait de guerre, qui ont fait 477 victimes, dont 281 morts. Alors, c'est une zone où nous avons dénombré 413 cas d'observation d'OVNI. C'est en Ardèche qu'on dénombre le plus grand nombre de crashs, il y en a 76. Le plus grand nombre de tués, il y a 127 morts, mais aussi le plus grand nombre d'apparitions d'OVNI. On en a dénombré 179. Alors, nous donnerons un autre élément statistique qui n'a que la valeur relative d'une comparaison. Sur le nombre important de victimes enregistrées, il y a 88% qui sont de nationalité française. Il y a 157 blessés et 264 décès. Or, sur la période de ces 25 dernières années, on dénombre 753 victimes françaises de crash d'avion dans le monde entier. Ça fait réfléchir. Alors, le premier crash, il a eu lieu en 1867, le dernier en 2021. Le premier cas répertorié d'OVNI, il était en 1930 et le dernier, il est de nos jours. Voilà. Vous avez anticipé ma question sur justement la période. À quelle période les crashs interviennent et de quand date le dernier. Donc une période de presque 130 ans, en fait, oui. Au final. Oui, et ça continue. Ça continue. Et puis il y a 4 zones où il y a une concentration plus importante qu'ailleurs, sur l'ensemble du territoire qu'on a évoqué. Il y a la zone de Saint-Agrève, où il y a eu 5 crashs. Il y a celle de Saint-Vincent-de-Barès, où il y en a eu 7, avec un record de 49 victimes. Il y a le secteur d'Albon, où il y a eu 10 crashs d'aéronefs, avec 19 victimes, dont un as de pilotage Jules Védrine. Et enfin, il y a une dernière zone, qui est le massif du Pilat, où nous sommes, où l'on dénombre pas moins de 13 crashs d'avions, dont l'un d'ailleurs a failli tuer à l'époque Sacha Distel. Et il y a eu 36 victimes. À quel moment les crashs sont les plus importants ? C'est-à-dire à quelle fréquence ils se produisent dans le temps, sur ces 130 ans ? Alors, selon les sceptiques qui ont écrit des documents sur Internet, les zététiciens, et même les Ardéchois de Paris, il y a le livre que je citais tout à l'heure du prix Vaudois qui est critique sur le sujet. Il y aurait prioritairement plutôt des crashs en haute altitude et en période hivernale. Notre étude, qui porte sur l'ensemble des crashs, montre que c'est absolument faux. Il y a presque une répartition égale entre les 4 saisons. Et au niveau de l'altitude, il y en a autant en haute montagne qu'en plaine et en moyenne montagne. Donc, on ne peut pas dire que ce phénomène est plus lié à une réalité météorologique ou une réalité climatique ou une réalité de relief. Au-delà des saisons et de l'altitude, est-ce qu'on a un pic en termes d'années ? C'est-à-dire, par exemple, dans les années 60, 70, 80, est-ce qu'on a un pic de crash sur une année Non. Sur un temps donné. On vous a montré les statistiques, les travaux qui sont faits. On ne peut pas dire qu'il y a eu un moment où il y a eu plus que d'autres. Si, il y a eu quand même un pic au moment de la Seconde Guerre mondiale, mais ça n'était pas lié à des faits de guerre, puisque nous avons exclu tous les avions qui ont été abattus pour cause de DCA ou d'un avion ennemi qui abat. Mais il y a eu des crashs très mystérieux, notamment celui sur lequel nous avons démarré l'ouvrage d'un Halifax en novembre 1943, où tout l'équipage a été tué alors qu'il devait faire une livraison d'armes pour la résistance. Et les témoins au sol ont vu des boules de lumière roses et violettes tourner autour. Et la chance que nous avons dans ce cas précis, c'est que le mitrailleur arrière de queue, le sergent Brown, a survécu. Il a été expulsé, il s'en est sorti miraculeusement avec une fracture du pied. Et lui a rapporté ce qui s'était passé dans l'avion. Et c'est très troublant, parce que lui affirme que tout d'un coup, l'appareil s'est retrouvé dans la lumière. Ils ont cru qu'ils étaient pris par des DCA. Or, il n'y a pas de poste de DCA sur le Mézenc. Et rapidement, les commandes ont stoppé. Il y a eu une montée de température dans l'appareil. Et après une chute brutale, l'appareil s'est écrasé. Et ce que rapporte ce témoin qui a survécu, c'est que ces boules de lumière ont continué à tourner autour de lui sur le sol, ce qui est très troublant.
Quand vous parlez de DCA, ça veut dire quoi DCA? Alors, la défense antiaérienne. Donc, les Allemands avaient mis effectivement des défenses autour des sites sensibles. Le Mézenc n'était pas un site sensible. Encore aujourd'hui, il y a des crashs? Oui, le dernier, Marilyn l'a dit, a eu lieu 2021. Oui, 2021. Alors, on a procédé à une analyse rigoureuse de toutes les circonstances de ces crashs, c'est-à-dire pour l'ensemble des 167. Il y en a certains qui sont dus à des causes. Je crois que Marilyn, tu as des informations là-dessus que tu peux nous donner sur les différentes. Oui. Alors, l'étude statistique des 167 crashs inventoriés a été menée par notre ami Denis Alarcon, qui a fait un travail remarquable avec les statistiques sur ce livre. Alors, 22% ont une cause avérée ou supposée liée aux conditions météo, 4% pas de moteur, 13% une avarie technique, 30% ont une origine inconnue ou indéterminée et seulement 10% présentent des caractéristiques scientifiquement exotiques ou étranges. Dans ces caractéristiques, il y a les phénomènes de boules lumineuses tournant autour des avions. Donc c'est 10% des crashs. Oui. Et là-dedans, donc, il y a une piste rationnelle qui est tout à fait envisageable, qui est celle des foudres sphéroïdes, c'est-à-dire des boules de foudre. On a retrouvé des pilotes qui nous ont affirmé, c'était pas au-dessus du triangle de la Burle, c'était en Afrique et en Méditerranée, mais d'avoir été témoin d'une boule de foudre traversant un avion, c'était un Transal et un Nord Atlas, de la cabine de pilotage jusqu'à la queue de l'appareil. Ce qui est quand même assez incroyable. Et dans notre livre, on rapporte de nombreux témoignages où il y a une activité apparemment à la fois tellurique et puis énergétique dans le ciel liée aux foudres et aux orages. Alors ça peut être une explication rationnelle de ces crashs. Sauf que Jean-Claude Bourret, qui parraine nos travaux puisqu'il préface le livre, lui me rapporte des cas de ce qu'on appelait les Foo Fighters pendant la Seconde Guerre mondiale, qui étaient ces boules de lumière justement qui tournaient autour des bombardiers. Et lui me décrit le cas d'un pilote revenant d'Allemagne qui a assisté à une de ces boules qu'il décrit et faisant 1 mètre de diamètre, c'est pas du tout la taille des boules de foudre, qui était rentrée par la trappe ouverte du bombardier, qui avait inspecté l'intérieur de l'avion, puis qui en était ressorti et reparti à une vitesse ahurissante dans le ciel. Or ça, d'après Jean-Claude Bourret, ça n'est pas des foudres, ça ne peut pas être de la foudre. On rappelle que dans cette zone, il y a aussi eu un nombre assez conséquent d'apparitions d'ovnis, au-delà des crashs, quoi. C'est-à-dire il y a eu beaucoup, votre statistique le montre très bien, et donc de nombreux témoignages concernant ces apparitions lumineuses, mystérieuses dans le ciel, etc. On voit tout sur Internet, dans les émissions sur les ovnis. C'est quoi, où est la limite entre une apparition qui est réelle et inexplicable et le fantasme du surnaturel? Bon, alors pour se faire une idée de ce qu'est le phénomène OVNI, je pense qu'il ne suffit pas de rester devant son ordinateur. Il faut aller sur le terrain, aller à la rencontre des témoins, faire des veillées, lire énormément aussi et éviter Internet. Voilà, parce qu'il y a surtout du faux, de la désinformation. Je veux dire, dans ces témoignages, est-ce qu'il se peut qu'il y ait, des récits un peu fantasmés des gens Est-ce que tous ces témoignages doivent être pris mot pour mot Bien sûr que non. Bien sûr. Voilà. Dans notre ouvrage, on a une partie consacrée justement à cette question où l'on montre toutes les confusions qui peuvent exister avec des prétendus phénomènes d'OVNI qui ne le sont pas. Ça, sur ce plan-là, je salue le travail de Marilyn qui est très vigilante et rationnelle pour justement nettoyer tous les cas qui ne sont pas sérieusement des phénomènes dits exotiques, c'est-à-dire qui sortent du champ de nos connaissances scientifiques. Alors, il y en a malgré tout qui sont dans notre catalogue là, des 413 qui peuvent être interprétés comme étant effectivement des choses liées à la météorologie ou à l'astronomie, ou des rentrées dans l'atmosphère, une météorite, etc. Mais en général, une rentrée dans l'atmosphère d'une météorite ne change pas de cap. Et surtout pas à angle droit. Donc il y a des observations qui défient notre entendement. Moi j'ai eu la chance d'interviewer des témoins très sérieux, un militaire, une personne qui était secrétaire de préfecture,
Ils m'ont décrit des phénomènes de boules, de triangles, c'était des triangles énormes, qui ont survolé la vallée du Rhône, pas très loin d'ailleurs des centrales nucléaires. Et leurs descriptions sont impressionnantes. Et c'est moi plus ces rencontres-là qui m'ont touché dans notre enquête. Moi, je suis franc, je n'ai rencontré jamais d'OVNI. Ceux que j'ai cru l'être, c'était des lanternes thaïlandaises, c'était l'ISS qui traversait le ciel. Des satellites. Et voilà. Donc, ce n'était pas du tout des OVNI. Mais ceux que j'ai rencontrés, notamment j'ai en tête un témoin qui était pilote privé, chef d'entreprise à Aubenas, qui a été témoin de quelque chose d'incroyable avec sa femme, sa fille, l'amie de sa fille, à Vals-les-Bains, d'un objet qu'il décrit comme étant un ovni, une soucoupe, qui descendait la rivière La Ligne, qui s'est mis au-dessus d'une antenne relais et qui s'est mis à tournoyer et à partir à la verticale selon une trajectoire légèrement courbée. Un cas assez incroyable de transformation d'un ovni en une boule de lumière. Marilyn dirait que c'est du mimétisme, si je me souviens bien dans le jargon ufologique. Donc de forme. Oui. C'est du polymorphisme. Ah pardon, excusez-moi. Donc ces témoignages-là, les personnes, elles sont formelles. Elles déposent en gendarmerie, elles communiquent au GEPAN, dont on parlait tout à l'heure, ce groupement d'enregistrement des cas, et même si elles sont tournées au ridicule par les rationalistes de service qui disent oh, les petits hommes verts, non, elles tiennent bon. Et ce qui m'a beaucoup troublé dans l'enquête qu'on a menée, c'est que des gens se mettaient à parler. Des gens proches de moi, qui n'avaient jamais osé dire à leurs parents, il faut que tu saches, voilà ce que j'ai vu. Et ce qu'ils décrivent ne rentre pas dans le champ des histoires de drones ou autres. Donc, il y a effectivement un domaine là qui est en train d'émerger, et je pense qu'à la faveur de ce qui se passe aux États-Unis, où les États-Unis commencent à lâcher de l'information, de plus en plus de langues vont se délier. Moi, je rajouterais que quand on fait une enquête, vraiment une enquête dans les règles de l'art en ufologie, on se rend quand même vite compte si le cas est véridique ou pas. Parce qu'il y a quand même des choses qui reviennent assez souvent dans les phénomènes ovni, des anomalies, des récurrences. Et voilà, on sent quand même avec l'expérience que la personne nous raconte quelque chose qu'elle a vraiment vu. Donc vous vous basez sur une collecte antérieure? Oui, on a des catalogues de cas qui parfois sont avec des cas très mal enquêtés. Donc il faut vraiment faire un tri. On parle d'aller dans la cuisine, mais c'est rentrer vraiment en profondeur. Je voudrais préciser qu'à la faveur de notre démarche d'écriture, on a fait passer des annonces dans les journaux, le Dauphiné, la Tribune, les radios, France Bleu, Drôme Ardèche, et moi j'ai eu pas mal de retours. J'étais très surpris. Des retours de personnes qui osaient prendre la parole en disant écoutez, voilà. Alors dans le lot, je vais être franc, il y a des personnes qui m'ont fait venir pour me montrer une vidéo où je voyais Starlink pris en photo, J'ai dit non, c'est pas des ovnis, ça, c'est pas une escadrille d'ovnis, c'est Starlink, les satellites de Musk. Mais d'autres, notamment c'est le cas de ce militaire qui était à Valence, qui m'a décrit ce qu'il a vu. Il était spécialiste de beaucoup de choses dans le domaine de l'observation de par son métier. Et lui m'a dit ça, non, on ne connaît pas. C'est pas un avion, c'est pas un drone, c'est pas un vaisseau qu'on connaît. La famille du président Kennedy a apparemment été touchée par ce triangle. Comment cela s'est produit, tout simplement? Alors, effectivement, le 13 mai 48, c'est ça, Marilyn? C'est le 13 mai 1948 à Saint-Beauzile, en Ardèche. Il était 18h30 quand le bimoteur de Havilland Doves, appartenant à la compagnie anglaise Skyways, s'est écrasé. Et à son bord, en effet, il y avait la sœur de John Kennedy, le futur président des États-Unis. Et tous les occupants sont morts. Alors, l'avion s'est écrasé sans raison dans le massif du Coiron, au sud de Privas. Il aurait été frappé par la foudre, selon certains. Alors, il y a le témoignage d'un médium. Alors, on y croit ou on n'y croit pas. En tout cas, on le cite. Jérôme Vibert, qui aurait été en contact avec l'âme de Kathleen Kennedy.
qui évoque la présence de phénomènes comparables à celui du crash du Halifax, dont on a parlé tout à l'heure, de 1943. Il parle explicitement d'une interférence avec des ovnis. Voilà, donc je tiens quand même à dire que dans notre travail d'écriture, on ne ferme aucune porte. On fait un recensement de toutes les pistes rationnelles, scientifiques, des pistes qui le sont moins, mais tout sera dans le dossier. C'est pour ça que le titre de l'ouvrage s'intitulera en sous-titre « Le dossier ». Que notre propos, c'est de donner toutes les sources, toutes les références de tous les témoignages que nous rapportons. Pourquoi est-ce que ce triangle fascine autant, selon vous ? Alors je pense qu'il fascine à plusieurs titres. D'abord déjà, nous sommes dans une région qui est une zone de partage des eaux, de partage de climat, au relief tourmenté, où il y a une géologie très particulière avec le volcanisme, etc. Ensuite, c'est une région qui fascine indubitablement. Il y a de nombreuses légendes qui circulent autour de cette région, la Table d'Or avec les Celtes, etc. C'est une région qui aborde un sujet douloureux, la mort, les crashs. Marilyn a donné le nombre de victimes. Et puis qui aborde le mystère, parce que ces phénomènes d'observation, même s'ils ne sont pas si nombreux que ce l'on peut croire, ces ovnis et les déclarations sont là, les témoignages sont là. Et donc tout cela participe à une fascination. Je pense que c'est la fascination devant l'inconnu et qu'on a besoin d'avoir un regard tourné vers l'inconnu. L'inconnu, c'est ce qui nous dépasse. C'est ce qui dépasse notre entendement, l'au-delà de l'horizon. C'est une fascination. Votre démarche, est-ce que vous la décririez comme scientifique ou simplement une démarche de collecte de témoignages ? Moi, je la décrirais comme une démarche rationnelle. Je me définis comme un être rationnel, mais pas rationaliste. Le rationalisme, c'est un courant particulier, philosophique. Moi, je pense que tout doit être argumenté, étayé, avancé, et on doit avancer dans le chemin de la vérité, même si elle est complexe. Le philosophe Kant disait « on mesure l'intelligence d'un individu à la capacité d'incertitude qu'il peut intégrer ». Notre livre pourra peut-être décevoir le lecteur parce qu'il va laisser place à de l'incertitude. Mais en même temps, il va ouvrir des portes à des possibilités. Et ces possibilités sont autant de lucarnes ouvertes sur justement l'inconnu, l'au-delà de l'horizon, qui amène à rêver. Est-ce que votre livre, justement, il peut répondre aux arguments des rationalistes qui disent que un simple témoignage ne peut pas être une preuve scientifique, que tant qu'on n'aura pas pu expliquer scientifiquement le mécanisme du triangle de la Burle, on ne pourra pas en parler sérieusement. Enfin, en tout cas, c'est la pensée des rationalistes, des cartésiens. Est-ce que votre livre il peut répondre à cette parole-là ? Alors, il peut d'autant plus répondre que le seul ouvrage que je connais, qui a été publié en 2006 par André Pascal, intitulé « L'énigmatique triangle ardéchois », ouvrage qui se voulait rationaliste, a procédé à une étude de 17 cas, sur lequel il dresse des statistiques à 89,7%, ce qui n'a aucun sens. On ne tire pas des statistiques de pourcentage sur une analyse de 17 cas. Nous avons analysé 167 cas, à partir de toutes les sources documentaires qui existent en matière de crash. Et de là, on dégage des lignes d'analyse. Vous avez vu les tableaux sur lesquels nous travaillons. Et il se dégage des réponses claires. Et pour la première fois, peut-être dans l'histoire, sur l'affaire du triangle de la Burle, on va avoir des réponses claires à certaines questions. Est-ce que le relief influe sur les crashs ? Oui ou non ? Est-ce que la météo influe sur les crashs ? Oui ou non ? Peut-on parler d'incompétence de certains pilotes qui ne maîtrisaient pas bien leur appareil ? Oui ou non ? À toutes ces questions-là, on aura des réponses chiffrées. Alors justement, quand on élimine les cas, parce que c'est un peu une démarche éliminatoire, c'est ça au début, c'est-à-dire on regarde déjà s'il n'y a pas eu de défaillance technique, s'il n'y a pas eu de défaillance climatique, de relief, etc. Une fois qu'on a enlevé tous les facteurs concrets possibles, il nous reste quoi ? On a dit tout à l'heure que 30% de ces crashs avaient une origine inconnue ou indéterminée. Oui. Seulement 10%
présentaient des caractéristiques scientifiquement exotiques ou étranges. C'est ma question. Parmi ces 10%, on en a 3% qui sont des crashs de rien. On va expliquer ce que c'est. On a 2% qui n'ont une origine absolument inconnue. Et 4% qui sont liés à des interactions claires avec des phénomènes du type OVNI. Alors, les crashs de rien, il y en a 4 qui sont identifiés et 3 cas d'observations fantômes. Oui. Les observations fantômes, c'est des tas de témoins qui voient, plusieurs témoins, c'est pas un, qui voient dans le ciel un avion qui n'émet pas de son ou qui est fixe, qui ne bouge pas. Et tout d'un coup, on entend le son. Tout d'un coup, l'avion bouge. Ça, c'est les phénomènes fantômes. Le cas le plus spectaculaire que j'ai rencontré, c'est à la Blachère, un couple qui se trouvait sur un dolmen et qui voit tout d'un coup à l'horizon surgir un biplan, très bas dans le sol, avec, il voit les boulons, la couleur, et puis il voit le pilote avec une écharpe, tout. Et il va en ligne droite, il passe presque à la verticale au-dessus d'eux, pas un seul son. Silence total, comme si c'était une image de cinéma. Il se renseigne pour savoir s'il y avait un meeting aérien, il n'y avait rien. Ça, c'est un exemple d'apparition fantôme. Les crashs de rien sont plus spectaculaires. C'est-à-dire que là, il y a carrément, on déclenche le plan Sataire, on voit un avion... Je vais te dire ce que c'est qu'un crash de rien. Vas-y, je vais demander, merci. Alors, le crash de rien, il est appelé aussi ghost crashes pour les anglophones, et il est considéré par la communauté ufologique comme un incident aérien. Donc, il fait partie des phénomènes paranormaux, car c'est inexplicable pour le moment. C'est des objets volants ressemblant à s'y méprendre à des aéronefs humains, tels que des avions, des ULM, des hélicoptères, etc. Le scénario, c'est le suivant. Un de ces objets semble s'écraser au sol, dans le lointain. Aucune épave ni débris ne sont retrouvés et aucun appareil ni personne ne sont déclarés disparus. Alors, souvent... on part à la recherche de ces appareils qui se sont crashés et rien n'est retrouvé. Voilà. Donc on a 4 crashs de rien, dont 2 en Haute-Loire, le 18 décembre 80 à Bain et le 22 janvier 81 à Saint-Jean-la-Chalme. Ça se prononce comme ça ? Saint-Jean-la-Champ. Lachamp, voilà. Ça, c'est clairement du surnaturel. Oui. Oui. En tout cas, il y a des recherches qui sont déclenchées. Il y a le plan Sataire qui est déclenché, les hélicoptères, tout un dispositif. Donc, il y a bien des personnes qui ont vu un appareil en difficulté, souvent avec une fumée, des fois un bruit carrément de crash, et rien. Certains parlent de distorsion de l'espace-temps. Est-ce que c'est scientifiquement possible sur Terre ? D'après la théorie, oui. D'après la théorie scientifique, oui. Maintenant, dans la réalité, concrètement, on n'en sait rien. Mais la théorie le permet, oui. D'ailleurs, Jean-Claude Bourret sort un livre tout récemment sur la question du voyage dans le temps, qui sont des distorsions de l'espace-temps. Et dans les milieux ufologiques, certains théoriciens affirment que le processus de déplacement des ovnis repose sur une énergie qui courbe l'espace et donc le temps. Donc génère des effets connexes troublants qui peuvent être de cet ordre-là. Aujourd'hui, cette zone, comment elle est appréhendée par l'État ? Est-ce qu'on peut la survoler ? Est-ce qu'on peut voyager en toute sécurité en survolant cette zone géographique ? Bah oui, bien évidemment. C'est là où il y a un effet rumeur, il y a un effet mousse, écume autour de cette affaire. Dans la réalité, cette zone est survolée en permanence par des avions. Moi, je côtoie des aéroclubs. Je puis vous dire que les cas de crash évoqués dans ces aéroclubs sont extrêmement réduits. J'ai Soubéran qui était responsable du club d'Aubenas qui s'est crashé, qui s'est tué. Il avait d'ailleurs plus de 20 000 heures de vol. Et d'ailleurs, c'est ce que montre notre étude. La plupart des pilotes étaient très compétents. Ce n'étaient pas des erreurs de vol. Et certains étaient des champions de voltige ou totalisaient des 4, 5 000, 10 000, 20 000 heures de vol. Donc là, il y a bien quelque chose. Maintenant, on peut survoler, et c'est constamment survolé, à haute altitude, bien sûr. Ce qui est vrai, c'est qu'il est préconisé à certains vols d'éviter cette région. On ne parle pas des ovnis, on dit que c'est quand même une région où il y a des turbulences. Voilà. Et donc, on recommande de prendre le sillon rhodanien, d'éviter la zone. D'éviter, bah oui, quand on passe au-dessus du Pilat, quand on est sur le Velay ou quand on est sur l'Ardèche, il y a des courants, c'est évident.
L'intelligentsia nucléaire a aussi été frappée par ce triangle de la Burle. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors effectivement, c'était le 21 janvier 71, c'était en matinée, il y avait un bimoteur Nord 262 qui transportait 21 personnes, qui étaient le staff de ce qui se faisait le mieux, le staff scientifique, le staff militaire et politique de la recherche nucléaire française. Ils avaient décollé de Paris, Villacoublay, ils devaient aller à Orange, et en survolant la Burle, le triangle, ils se sont crashés à Mézillac. Ils sont tous été tués. Alors c'est vrai que la météo était neigeuse. Néanmoins, plusieurs témoins civils ont affirmé qu'ils avaient vu des objets lumineux, bleutés et rosâtres entourer l'appareil lors de sa chute. Il y a un mystère aussi sur ce crash, c'est qu'il y avait un 22e corps qu'on n'a jamais identifié. On se demandait pourquoi il était là à bord alors qu'il n'était pas inscrit sur la liste des passagers. Il n'était peut-être pas prévu sur l'appareil. Ou il est peut-être monté en cours. Non. Alors, pour être franc sur cette histoire du 22e corps, j'ai posé la question à des militaires. Le problème sur ce dossier, c'est que c'est secret défense. Donc, on n'a quasiment pas d'informations. C'était très courant à l'époque qu'on emmène quelqu'un en plus sur un vol. Pas comme maintenant. Et ça pouvait être la petite amie d'un des officiels et que, bon, on ne fait pas la lumière là-dessus, quoi, après coup. Est-ce que vous avez des anecdotes concrètes, enfin des anecdotes, des cas concrets qui peuvent parler aux auditeurs sur... tout d'abord, on va partir sur les crashs, sur des crashs parlants qui sont passés pas loin d'ici. Donc nous, nos studios sont à Yssingeaux, mais je rappelle qu'on traite toute la Haute-Loire et même la Loire. Donc est-ce qu'on a des crashs parlants qui peuvent... Alors, un crash, oui, il y en a. Il y a surtout un cas, moi, que je trouve extraordinaire, d'un avion fantôme, on en a parlé tout à l'heure, qui peut être un cas de polymorphisme ou mimétisme, pour reprendre la terminologie de Marilyn. Il s'est manifesté le 11 juillet 1970. Il y avait 3 témoins qui ont observé d'abord haut dans le ciel une lumière blanche qui a disparu très vite. Et quelques minutes plus tard, au lieu dit La Poste, pour ceux qui connaissent, le témoin découvre stupéfait la silhouette d'un avion immobile dans le ciel. Il emploie les termes « stationné en l'air ». L'appareil, un bimoteur, n'était pas très haut, environ 500 à 600 mètres, de couleur grise, avec un cercle orangé sur le fuselage arrière. D'ailleurs, c'est des caractéristiques qu'on va retrouver sur les crashs de rien. L'appareil était immobile et ne faisait aucun bruit. Et après quelques minutes, il fit entendre un léger ronronnement et il s'est éloigné en direction de Saint-Galmier, dans une trajectoire qui allait vers le sud-est. L'observation a duré 7 minutes et l'avion stationnait peut-être depuis plus longtemps. 2 autres personnes ont été également témoins de la chose. Donc ça, c'est un cas très singulier qui est rapporté dans notre ouvrage. D'accord. Est-ce que vous en avez un, Marilyn, aussi un cas de crash? Saint-Front, le 31 mai 1971. Il est 18h40 quand le Cessna quadriplace basé sur l'aérodrome de Toussus-le-Noble se crache. Alors les 4 occupants de l'appareil sont décédés. Ce même jour, un autre appareil de tourisme qui rejoignait la région parisienne est victime d'un accident dans le massif du Pilat. Alors, une zone qui serait survolée fréquemment par des machines volantes essoufflantes, selon certains témoins. Si on passe aux ovnis, maintenant, des cas parlants pour nos auditeurs. Alors, ce cas, il est parlant parce que c'est le premier cas que nous avons contre-enquêté, puisque c'est le cas de mon grand-père et c'est le plus vieux cas dans le triangle de la Burle. Alors, il s'est passé en Ardèche, à Montréal, en Vivarais, le 15 avril 1930. Alors, il est intéressant ce cas parce qu'il a des particularités que l'on retrouve dans d'autres témoignages. Alors, je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Monsieur Marcel Josion père, qui est un fermier, il a 18 ans à l'époque, donc c'est en 1930, à la ferme, il n'y avait pas l'électricité. Il est 5h30 le matin, à la ferme des Marronniers. Il va donner à manger aux bœufs et aux vaches quand il aperçoit une vive lueur dans la cour. Or, cette lueur est anormale, car le soleil n'est pas encore levé. Il se retrouve face à un objet silencieux, à l'aspect conique d'une dizaine de mètres de haut, ayant une base autour des 6 mètres.
L'objet est à une vingtaine de mètres de lui et il émet des rayons tellement lumineux qu'il ne peut pas les fixer pleinement. Donc les rayons sont de couleur jaune. Il est obligé de mettre sa main et il dira que ça lui a même brûlé les yeux toute sa vie. C'est ce qu'il disait. Donc Marcel reste 5 minutes environ en extase devant ce spectacle. Puis l'objet décolle tout doucement à la verticale jusqu'à disparaître par l'éloignement. Alors à ce moment-là, il s'empresse de raconter ce qu'il a vu à son père, sans aller nourrir les bêtes. Et ce dernier le gifle carrément et l'engueule, en lui demandant vertement ce qu'il foutait dehors. Parce qu'apparemment, il ne s'était pas écoulé 5 minutes, mais il s'était écoulé bien plus, donc plus d'une demi-heure. On parle dans le jargon ufologique de missing time, c'est de temps manquant. Alors, ce cas est intéressant parce que à midi, le voisin vient boire l'apéritif chez mon grand-père, chez monsieur Marcel Josian, et il lui demande ce qui s'est passé le matin, parce qu'il avait été témoin lui aussi de l'apparition de cet engin. Autre fait important, c'est que l'objet avait laissé des traces au sol. L'herbe était aplatie sur toute la surface où s'était posé l'objet. Elle est tombée dans la marmite, Marilyn, toute petite. Et ça explique peut-être sa passion ultérieure, puisque tu as été aussi reporter pour une chaîne web TV. Tu as créé la tienne sur le sujet de l'ufologie. Et donc, moi, j'étais vraiment très honoré qu'elle se joigne à moi pour travailler sur le triangle de la Burle. Parce que comme elle, on explore toutes les pistes. Et c'est ce qui m'a intéressé dans ce travail d'enquête avec elle. Nous n'affirmons rien, nous relatons. Et ce livre sera riche de questionnements et d'échanges. Je rappelle votre livre aux éditions La Calade intitulé « Le triangle de la Burle », Pierre-Antoine Courouble, Marilyn Elk. Comment nos auditeurs peuvent se le fournir ? Alors l'ouvrage va être terminé par les éditions La Calade en décembre, mais il ne prévoit une diffusion en librairie et sur Internet qu'à partir de février-mars. Ce sera un gros livre en couleur, avec beaucoup d'illustrations, un très beau livre, parce que comme les éditions La Calade aiment le faire. Il sera disponible partout en librairie ? Oui, oui, tout à fait. Librairie laïque, la FNAC. Tout à fait. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation chez Radio FM 43. Merci à vous, c'était très sympa de nous accueillir. J'espère, chers auditeurs, que vous aussi, vous êtes rentrés dans l'histoire passionnante de ces ovnis, et plus particulièrement de ce triangle de la Burle, qui est pour le moins un sujet qu'on aborde très souvent en veillée et en repas de famille en Haute-Loire. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chronique hebdo, Altistoria, la chronique qui décrypte l'histoire locale. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Altistoria, l'émission qui décrypte l'histoire locale de Haute-Loire. Pour chaque chronique, un invité expert d'un sujet de votre histoire locale. Altistoria, tous les mercredis à 19h et tous les samedis à 10h sur les ondes d'FM 43, à retrouver sur Spotify ou sur www.radiofm43.org.